Soit A1 à n et B1 Bn des nombres complexes, tels que pour tout i et j, AI plus BJ est non nul. On a un déterminant là qu'il faut calculer. Donc, la matrice, c'est une matrice carrée de taille n. À la ième ligne, jème colonne, j'ai 1 sur AI plus BJ. Et il faut démontrer que le déterminant correspondant, c'est cette fraction-là. En haut, j'ai un produit de AJ moins AI, BJ moins BI avec J strictement plus grand que I. Et en bas, dans le dénominateur, j'ai le produit des AI plus BJ avec IJ quelconque entre 1 et n. Donc J peut être plus grand que I et peut être plus petit que I. L'idée du calcul aussi, c'est comme avec le déterminant de Vandermonde. On constate en fait que, en regardant cette dernière ligne, si AN est égal à l'un des AI pour I plus petit que N, j'ai deux lignes qui sont égales. Et donc le déterminant est nul. Si AN est égal à A1, alors la nème ligne est égale à la première ligne. Si AN est égal à 2, la dernière ligne est égale à la deuxième ligne. Dans tous ces cas-là, le déterminant est nul. Comment cette idée peut-elle nous aider? AN, a priori, c'est une constante du problème. Je ne peux pas supposer qu'elle est égale à l'un des AI. Mais l'idée ici, bien sûr, comme pour le déterminant de Vandermonde, c'est de dire, et si AN est variable? Donc si je remplace AN par une variable X, au lieu de penser à AN comme étant une constante, je pense à ça comme étant une variable X. Les autres AI et BI, je pense à eux comme étant des paramètres constants. Si je fais ça, le déterminant que j'obtiens est en fait une fonction de X. Je vais étudier cette fonction. Je vais déterminer cette fonction, connaître exactement l'expression de cette fonction-là, et puis, une fois que j'ai ça, je peux toujours remplacer X par AN et avoir l'expression de mon déterminant. Elle ressemble à quoi cette fonction? Ce n'est bien sûr pas un polynôme de degré n en X ou de degré n-1 en X comme dans le cas du déterminant de Vandermonde, mais voyons. Donc si j'essaie de développer par rapport à la dernière ligne, j'aurai que le déterminant c'est égal à 1 sur x plus b1 fois le déterminant de la matrice privée de la dernière ligne première colonne. Donc un déterminant qui ne contient pas x, donc une certaine constante, une constante 1. Plus 1 sur x plus b2 fois une autre constante. Plus 1 sur x plus b3 fois une troisième constante. Ainsi de suite, jusqu'à 1 sur x plus bn fois une nème constante. Et si je réduis maintenant au dénominateur, au même dénominateur, j'aurai en bas le produit de x plus bi, donc x plus b1, x plus b2, etc., x plus bn. Et en haut, j'aurai que la première constante va multiplier x plus b2, x plus b3 jusqu'à x plus bn, qui est un polynôme de degré n-1. La deuxième constante va aussi multiplier un polynôme de degré n-1, ainsi de suite. Toutes les constantes multiplient un polynôme de degré n-1. Donc quand j'additionne, j'aurai un polynôme de degré au plus n-1. Donc j'aurai un polynôme en haut p de x de degré au plus n-1. Voilà. Très bien. Mais maintenant, je sais que f de A1 égale f de A2 égale f de AN-1 égale 0, comme on vient de le dire. Donc P s'annule forcément en A1, A2, A3 jusqu'à AN-1. Donc P de P est de la forme une constante, lambda, fois x moins A1, x moins A2 jusqu'à x moins AN-1. Parce que P est un polynôme de degré n-1 qui admet pour racine A1, A2, A3 jusqu'à n-1. Maintenant, vous pouvez me dire, mais peut-être il a d'autres racines parce que il se peut que A1 soit égal à A2 et pourquoi je compte ça comme deux racines dans F et non pas une seule. Oui, donc dans ce cas, si A1 égale A2, le déterminant est nul et j'ai pas à faire tout ce calcul. Donc je considère le cas non trivial où les AI sont tous deux A2 différents. Très bien, donc l'idée c'est de trouver cette constante-là, lambda. Et une fois on connaît lambda, on remplace grand X par AN et on a l'expression de notre déterminant de départ. F de X, c'est lambda fois P sur Q. Je l'appelle comme ça.
En haut, le polynôme P, c'est le degré n-1. Degré n-1. Et en bas, c'est le degré n. Degré n. Maintenant, comment je calcule lambda? Une façon d'obtenir lambda, bien sûr, c'est de multiplier grand F par X. Donc, j'aurai degré n en haut et degré n en bas. Avec les deux polynômes, en fait, en haut et en bas, sont unitaires. Et donc, quand je fais tendre X vers l'infini, tout ça, ça tend vers 1. Et la limite, alors, de grand X f de X sera égale à lambda. Donc, pensez à ça comme un exemple, un petit exemple. Donc, supposez que j'ai quelque chose de la forme x2 moins 1 sur x3 plus x plus 2. Donc, en haut, c'est degré 2 et en bas, c'est degré 3. La différence, c'est 1. Et j'ai un lambda ici que je connais pas. Mais je sais que ça, c'est égal à grand f de x. Et f de x, c'est une fonction que je suppose que je peux la calculer dans certains cas. Okay. Donc, je veux calculer lambda en utilisant certaines de mes connaissances sur f. Donc, je dis que quand je multiplie f de x par x, le tout à gauche sera aussi multiplié par x. Et donc, quand je fais tendre vers l'infini, donc ça tend vers quelque chose que j'espère pouvoir calculer. Le terme de droite tend vers quelque chose, j'espère pouvoir le calculer. Mais le terme de gauche, ce qui est sûr, c'est que ça tend vers lambda. Parce que dans le terme de gauche, j'ai remis le lambda. Le terme dominant en haut, c'est x3. Le terme dominant en bas, c'est x3. Le rapport en plus l'infini, alors, c'est le rapport de ce terme dominant qui est 1. Ok. Donc, je peux dire que lambda, c'est égal à la limite lorsque x tend vers l'infini de x f de x. Et maintenant, vous me dites que oui, peut-être on travaille dans C, non pas dans R. Quel infini je prends? Ok, n'importe quel infini. Donc, je peux remplacer ça par module de x qui tend vers l'infini. Donc, toute l'information qui manque, c'est cette limite-là. Et maintenant, je fais quoi? Donc, je multiplie f de x par x. Je considère que x est une variable réelle ou complexe. Donc, je peux alors introduire ce x-là sur n'importe quelle ligne ou colonne. Je décide de l'introduire sur la dernière ligne. Bien sûr. Parce que quand je fais tendre x vers l'infini, donc x f de x, c'est ce que j'ai écrit là, c'est cette matrice-là, cette fois. Et maintenant, quand je fais tendre x vers l'infini, ce terme-là tend vers 1, ce terme-là tend vers 1, tous tendent vers 1, et je tombe sur cette matrice-là. Maintenant, il faut se convaincre que l'opération est continue, et donc je peux remplacer les x sur x plus bi par 1 lorsque x tend vers l'infini. La limite du déterminant, c'est le déterminant de la limite. C'est la continuité. Et maintenant, alors, ce déterminant-là, est-ce que je peux le calculer? Donc ça ressemble beaucoup au déterminant initial que je ne sais pas comment calculer. Je suis en fait en train de le calculer, mais celui-là, est-ce que je peux le calculer? Oui, bien sûr, je peux essayer au moins, parce que j'ai une ligne constante. La dernière ligne est une ligne constante, et donc je peux tenter d'annuler tous les 1 sauf le premier, ou le dernier, disons. Et c'est ce que je fais. Donc c'est ma matrice qui va me donner le lambda, et je remplace alors chaque colonne par la colonne moins la dernière colonne, et la dernière colonne je la garde comme elle est, donc voilà, elle est là. Et puis les autres colonnes, bon, pour la première colonne, donc ce terme-là, en fait, c'est ça, moins ça. Le deuxième terme, c'est ça, moins ça. Voyons, c'est exactement ça, non? Il faut juste arrêter la vidéo et réfléchir une minute. Qu'en effet, j'ai écrit les bonnes expressions ici. 1 sur A1 plus B1 moins 1 sur A1 plus Bn. Je fais le dénominateur commun, c'est A1 plus B1 fois A1 plus Bn. Et en haut, j'ai A1 plus Bn moins A1 moins B1. Donc c'est Bn moins B1. Je l'écris ici. Et je fais ça pour toutes les colonnes. Donc ce terme-là, c'est égal à ça moins ça, ainsi de suite. Et alors, lambda, c'est ce déterminant-là. Et le déterminant, bien sûr, je le développe par rapport à la dernière ligne. Mais quand je développe par rapport à la dernière ligne, donc je dois calculer ce déterminant-là, ici. Et dans ce déterminant-là, alors je regarde bien. Qu'est-ce que je peux sortir à l'extérieur? Donc je constate qu'ici, j'ai Bn moins B1. Ici aussi, j'ai Bn moins B1. Toute la première colonne, j'ai Bn moins B1. Et donc je sors le Bn moins B1 à l'extérieur.
Sur la deuxième colonne, j'ai Bn moins B2. Donc je le sors. Et sur la n-1e colonne, j'ai Bn moins Bn moins 1, donc je la sors aussi. Donc il me reste partout sur les numérateurs 1. Maintenant, du dénominateur, est-ce que je peux simplifier ça un peu? Donc je constate que dans la première ligne, j'ai j'ai ce terme-là, A1 plus Bn, qui se répète. Pourquoi en fait ça se répète sur la première ligne? Parce que la première ligne, j'ai toujours fait un moins A1 plus Bn, et j'ai fait un dénominateur commun. Donc j'ai un facteur qui est commun à tous les dénominateurs de la première ligne, qui est un A1 plus Bn, et je peux le sortir. De même, de la deuxième ligne, j'ai le A2 plus Bn qui se répète à cause de ce A2 plus Bn ici, que j'ai retranché de toutes les autres colonnes. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière ligne, j'ai An-1 plus Bn qui se répète. Et donc je le sors. Et maintenant, qu'est-ce qui reste dans le déterminant? Il reste, à la première ligne, il me reste, donc ça et ça sont sortis, il me reste 1 sur A1 plus B1. À la deuxième ligne, ça et ça sont sortis, il me reste A1 plus B2, et ainsi de suite. Donc à la ième ligne, jème colonne, il me reste 1 sur AI plus BJ. C'est juste la matrice initiale, mais avec n-1 ligne et n-1 colonne. Donc avec A1 jusqu'à n-1 et B1 jusqu'à Bn-1. Donc c'est un déterminant de Cauchy, mais d'ordre inférieur. Une matrice plus petite. Donc bien sûr, l'idée c'est de faire un raisonnement par récurrence. Donc de répéter cette opération-là. Et ce déterminant de Cauchy d'ordre n-1, je ne le connais toujours pas, donc je l'appelle C indice n-1. Donc ça c'est le lambda. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est Cn qui est f de An, qui est égal à lambda fois un certain produit, comme on a vu. Donc voilà, c'est écrit ici. Donc f de x, c'est ce déterminant-là, et f de An, c'est le déterminant de Cauchy qui m'intéresse. Donc Cn ou Dn, bon, ici je l'ai noté Dn, mais bon. Et donc ça, c'est égal à lambda fois ce produit-là. Donc, le déterminant de Cauchy, c'est lambda fois ce truc-là quand je remplace x par An, parce que c'est f de An. Et donc, c'est An moins A1, An moins A2 jusqu'à N moins An moins 100 en haut. Et en bas, j'ai An plus B1, An plus B2 jusqu'à An plus Bn. Et j'ai aussi l'expression de lambda. Je viens de le calculer. Lambda, c'est tout ça multiplié par Cn-1. Bon, ou Dn-1. Cn égale Dn dans cet exercice. Ça, c'est le lambda, tout ça. Et pour donner Cn, le lambda doit multiplier ce terme-là que j'ai recopié ici. Ok. Bon, je prends Cn-1 à la fin, pour regrouper proprement, et je tombe sur ça. Et maintenant, on calcule Cn-1. Donc Cn-1, c'est quelque chose fois Cn-2. Mais c'est quoi le quelque chose? Donc c'est la même chose que j'ai écrite ici, mais à chaque fois que j'ai un n, je dois le remplacer par n-1. Et je m'arrête pas ici à l'ordre Bn-1, j'arrête à l'ordre Bn-2, bien sûr. Donc pour passer d'un déterminant de Cauchy pour une matrice de taille n-1 à celui de la matrice de taille n, par quoi faut-il multiplier? C'est la question. Donc, il faut multiplier par tous les Bn moins B1, Bn moins B2 jusqu'à Bn moins Bn moins 1. Donc, je dois tous les Bn moins les Bi avec i plus petit que n, strictement. De même pour An, donc An moins A1, An moins A2 jusqu'à N moins An moins 1. Donc, An moins Ai avec i strictement plus petit que n. Et en bas, il y a les Ai plus Bn, mais il y a aussi les An plus Bi. Donc les termes qui apparaissent dans les soustractions, donc AJ moins AI ou BJ moins BI, seront tels que J est strictement plus grand que I. Mais les termes de la forme AI plus BJ, il n'y a pas, cette condition n'existe pas. A et I et J seront quelconques entre 1 et n. En fait, c'est ce qui va se passer. Donc ça, c'est pour passer de Cn-1 à Cn. Bon, Cn. Mais bien sûr, ce Cn-1, je le remplace par constante fois Cn-2, donc la même chose se répète. Je vais ajouter au produit le produit des Bn-1 moins Bi avec i strictement plus petit que n-1, les An-1 moins Ai avec i strictement plus petit que n-1,
Et en bas, je vais ajouter les AI plus BN-1, avec I plus petit que N-1, mais aussi les AN-1 plus BI. Et quand on continue avec ça, CN-1, vous l'écrivez tout ce produit-là fois CN-2, et CN-2 le produit fois CN-3, etc., pour continuer jusqu'à l'ordre 1, jusqu'à C1, mais C1 n'est autre que A1 plus B1 sur A1 plus B1, ce terme-là. Donc j'aurai en fait cette fraction. Au numérateur, j'ai le produit de AJ moins AI fois BJ moins BI avec J strictement plus grand que I. Et en bas, j'ai les AI plus BJ avec I et J quelconque entre 1 et N. En fait, il faut se convaincre que ce procédé de récurrence s'amène à cette formule-là. C'est un bon exercice, essayez de réfléchir un peu à ça. Maintenant, si on veut faire une preuve plus rigoureuse, bien sûr, on écrit la récurrence avec plus de détails, bien sûr. On prend cette formule-là, on suppose qu'elle est vraie à l'ordre n, bon, on vérifie qu'elle est vraie à l'ordre 1, on suppose qu'elle est vraie à l'ordre n-1, et on montre qu'elle est vraie à l'ordre n, justement, parce que pour passer de Cn-1 à Cn, il faut multiplier par ça. Et ça, en fait, ce sont les termes qui manquent dans cette formule quand on passe de n-1 à n. Donc c'est un tout petit peu calculatoire, mais c'est bien de vraiment réfléchir un peu à ça et voir d'où la symétrie vient entre le numérateur et le dénominateur. Au numérateur, vous avez I est strictement plus petit que J, alors qu'au dénominateur, I et J sont quelconques. Il peut être égal à J même.